Bonjour à toutes et tous. Je souhaite tout d'abord, vous me dites si je ne parle pas assez fort, tout d'abord remercier la Société psychédélique française de m'avoir invité à cet événement, à communiquer, notamment Paul-Émilie, ma collègue, et ainsi que le docteur Julien Hurstel qui est absent aujourd'hui. Je souhaite aussi avant tout dire merci à la bourse Louise Béran et Olivier Toussaint, qui est une bourse doctorale qui finance un doctorant par an pour faire du terrain long. C'est une bourse qui est ouverte aux dons, qui a été créée parce que Louise Béran est morte en allant sur son terrain. C'était une doctorante, elle est morte dans l'avion à côté de son mari. Et son mari n'a pas survécu, en fait. Il a tenu quelques mois. Désolé, j'ai un peu d'émotion dans la voix, je la connaissais bien. Et son mari n'a pas tenu, il s'est suicidé quelques mois après. Et donc, en leur honneur, leurs parents ont créé cette bourse, dont j'ai été bénéficiaire, qui m'a aidé à faire mon terrain long, donc de 1 an au Gabon, comme je vais vous l'expliquer. Et c'est une bourse donc, qui est ouverte aux dons pour continuer à exister. Donc voilà, au cas où ça vous intéresse, la bourse Louise Béran, Olivier Toussaint, je peux vous renseigner. Voilà, je tenais à en parler, ça me tient à cœur pour l'aide qu'ils m'ont apportée. Donc nous allons parler, je vais commencer à aborder le sujet, je vais commencer par vous présenter mon terrain, ce qui est un peu important, parce que tout le monde ne connaît pas forcément, et je tiens à poser le cadre pour que ça soit compréhensible. Donc, j'effectue mes recherches doctorales au Gabon, un pays côtier à l'océan Atlantique, situé en Afrique centrale. J'ai réalisé donc plusieurs terrains courts en licence et en master, puis un long terrain d'1 an en continu de 2020 à 2021. En cumulé, j'y ai passé 1 an et demi, et donc un terrain long d'1 an en continu dans un village. Le Gabon est traversé donc par l'équateur et entouré de la République du Cameroun, du Congo et de la Guinée équatoriale. Sa superficie est d'environ la moitié de la France métropolitaine pour environ 1,5 million d'habitants. Très, très, très peu peuplé. Et ça, c'était en 2021, selon la FAO, sachant que la moitié de la population vit en plus à la capitale. Le climat est équatorial, chaud et humide, avec une alternance des saisons sèches et des saisons des pluies. Le pays est recouvert, lui, à 82% par la forêt, dont 37% serait encore de la forêt primaire. Mon terrain donc, se déroule principalement dans la province du Moyen-Ogooué, dans l'espace délimité par le cadre noir que vous pouvez voir sur la diapo. Je passe assez vite, pas vous ennuyer. Voici plus précisément la zone dans laquelle j'ai effectué mes différents terrains auprès d'un vieux maître rituel qu'on appelle localement Nima. Si vous rappelez régulièrement les termes, n'hésitez pas. C'est-à-dire donc un maître rituel qui est initié par moins de 5 sociétés au minimum. Il m'a pas tout dit, il y a des sociétés que je ne connais pas aussi. Et il est devenu maître dans toutes. C'est l'un des derniers très grands maîtres au Gabon encore en vie et reconnu il est reconnu au niveau national, il a des diplômes qui sont reconnus par l'État. Et il est très très respecté. Mes recherches au Gabon portent sur diverses sociétés initiatiques, sur donc du rituel, mais aussi du médicinal, de l'ethnobotanique, de la technique avec des chaînes opératoires. La tradition orale fait aussi partie intégrante de mes travaux. Pour cette conférence, donc, je vais me consacrer sur les groupes ethno-linguistiques que moi j'ai étudiés, qui sont plutôt du sud du pays, même si aujourd'hui ils sont mélangés un peu dans tout le pays, mais d'origine ils sont plutôt du sud, les Michogo et les Masango. C'est avec ces populations que je travaille principalement. Donc, pour vous poser un peu le cadre, voilà je vais vous présenter quelques villages un peu au Gabon. La majorité des ethnies bantoues du Gabon donc, sont une 50aine. Elles sont toutes bantoues, sauf les pygmées, qui ne sont pas des populations bantoues, mais dont je ne parlerai pas ici, ce n'est pas le sujet. Donc, ces populations vivent majoritairement d'une agriculture de subsistance sur brûlis, de chasse, de cueillette et de petites ventes du surplus de leurs récoltes, des bananes plantains, tubercules et autres. Au bord des routes, ils vendent ça donc au bord des routes. Tout le long des routes, vous avez il y a des petites maisonnettes comme ça où ils peuvent vendre les trop-pleins. Les Mitsogo, premier peuple, ils sont aujourd'hui encore entre 7 et 13 000 selon les sources et sont connus pour être une population de montagnards. Ils viennent principalement des monts du Chaibu au Gabon. Ils sont pensés le peuple à l'origine du rituel principal que je vais vous présenter dans la consommation d'iboga, qui est le bouti. Et ils étaient à la base un peuple de savane. En fait, c'est une population, je vais résumer, toutes les populations qui vivent au Gabon, les populations bantoues, en fait, elles ont été chassées par une autre grande ethnie qui sont les Fans. Et en fait, ils sont pas originaires du Gabon. En fait, ils viennent de plus au nord en Afrique et ils ont été poussés au Gabon par les guerres. Et donc, les Michogo, qui étaient un peuple de savane, quand ils sont arrivés devant la grande forêt, en fait, ils ont rencontré les Pygmées. Et c'est les Pygmées qui leur ont présenté l'iboga et les Michogo qui ont construit à partir de là la croyance qu'est le bouti aujourd'hui. Voilà. Et ensuite, les Masango, la deuxième population, c'est en fait une population qui est historiquement voisine des Mitsogo,
Pas de souci. Une voisine des Mitsogo, et avec qui donc ils ont eu une longue histoire d'échanges, d'esclavage, de mariage, de commerce, et donc les Masango ont aussi pris leur rituel, et c'est comme ça que ça s'est développé dans tout le Gabon, de population en population. Non, donc, comme je vous le disais, avec les politiques coloniales de regroupement des villages près des routes nationales par l'État français à l'époque de la colonisation, comment vous dire, toutes ces divisions de population ont un peu disparu, parce que les populations ont été obligées de se regrouper et donc de vivre ensemble, ce qui a aussi accéléré les transmissions des savoirs. Les Mitsogo donc sont dits être à l'origine du culte Bwiti. Je vous montre encore quelques photos. Ça, c'est la Nationale 1, donc la grande route auquel ont été rassemblés tous les villages. Donc, les Mitsogo sont dits être à l'origine du culte Bwiti. Le Bwiti est défini comme une religion, une société initiatique à vocation thérapeutique et ou divinatoire basée sur la prise ritualisée du Iboga, donc une plante psychotrope. Scientifiquement, le nom est adhère dans le pays Iboga, il a été découvert par Bayer. Iboga qu'ils auraient reçu des populations pygmées, donc en arrivant dans la forêt, comme je vous l'expliquais. Les initiés au Bwiti reçoivent au sortir de l'initiation un enseignement rituel qui dure toute la vie, passant par l'ethno-histoire, des chants, des devinettes ésotériques, des danses, l'apprentissage du soin par les plantes des maladies physiques et métaphysiques, l'identification, usage des arbres, plantes et autres produits forestiers non ligneux. Ces initiés doivent franchir des grades en passant de nouvelles initiations et en passant par des épreuves qui consistent en des primades ou encore la consommation de plats rituels divers et d'autres choses qui leur font monter la hiérarchie. Le Bwiti s'est répandu au cours des derniers siècles, passant de l'intérieur du pays vers la côte, chaque population y ajoutant ses touches. Aujourd'hui, c'est un ensemble très hétérogène, nous allons y revenir. Les cérémonies ont lieu dans ce lieu, que vous voyez ici, un temple. Il est une construction plus ou moins durable. Chaque maître rituel en possède un, et seuls ceux de leur grade y ont droit. On ne trouve qu'un seul temple par village, leur taille peut varier considérablement. Celui que vous voyez s'appelle Yango Togo, c'est celui du maître rituel avec qui j'ai fait mon terrain. Et il fait partie des plus grands au Gabon, 7 mètres par 14. Ce temple est une exception, la majorité étant bien plus modeste, souvent construit en planches, bambou et feuilles de palme. C'est là qu'ont lieu les veillées rituelles, et à l'arrière, on trouve une petite pièce que vous avez présentée sur les diapos un peu avant, le mandaka, qui consiste en les coulisses, où se tiennent les réunions, où les initiés se retirent du public pour les séquences privées et où ils fabriquent à l'abri des regards les éléments qui composent ces rituels. Le son encore, il pose problème. Maintenant que vous avez une idée un peu plus précise du Gabon et de ses populations et de leur mode de vie, je vais resserrer un peu la focale à l'échelle de la vie des communautés villageoises et notamment du rituel. Le Gabon est, en effet, depuis sa découverte par les explorateurs au XVe siècle, connu pour la variété et la vitalité de ses pratiques rituelles, et particulièrement ses sociétés initiatiques, telles que les Mabundi, le Niembe pour les femmes, le Bwiti, le Mwiri pour les hommes, entre autres. Vous avez un tableau que j'ai construit au fur et à mesure avec les différentes sociétés. Donc le Bwiti, c'est différentes branches du Bwiti. Les sociétés à génie tutélaire, c'est pas des branches, c'est des sociétés indépendantes. Et les sociétés de possession, on va rentrer dans les détails, pareil, elles sont indépendantes, même si de fait elles sont reliées au Bwiti, mais on va pas rentrer là-dedans. Les sociétés de possession étaient historiquement plutôt réservées aux femmes. Il y avait une société à génie tutélaire qui était réservée aux femmes, les autres sont pour les hommes, et le Bwiti est normalement, historiquement, réservé aux hommes. Voilà. Le rite de passage et les ancêtres, donc, font une partie intégrante de la vie des populations avec lesquelles je travaille. Il faut cependant souligner pour les rites de passage que de nombreuses mutations sont en cours depuis la colonisation et plus encore depuis l'industrialisation et la migration massive vers la capitale. Les ancêtres, eux, restent au cœur des préoccupations tant des villageois que des citadins, et ça, quelle que soit la classe sociale de la population. Je vais effectuer donc une présentation rapide des ensembles rituels avec lesquels je travaille. Ils peuvent être classés, donc, comme je vous l'avais dit, en 3 catégories. Donc, le Bwiti, donc, comme je vous l'ai expliqué, les différences entre toutes ces sociétés sont conséquentes. On ne parle pas du tout des mêmes rituels. Certains sont pour la divination et la clairvoyance, d'autres pour le soin de maladies majoritairement physiques, d'autres sont des protections magiques ou des passages aux statuts sociaux d'hommes et de femmes, d'autres sont des écoles de l'ethnomédecine. Toutes ces sociétés cohabitent et aucune ne peut remplacer l'autre. Elles font partie d'un large éventail de pratiques qui ont toute leur place dans l'univers rituel du Gabon. Le Bwiti, tout d'abord, donc, est un vaste ensemble rituel initiatique, principalement masculin, se retrouvant sur la majeure partie du territoire sous différentes formes qui se déclinent en branches et sous-branches, rattachées à des populations spécifiques. Chaque branche est reconnue pour une spécialité particulière.
la divination, sa connaissance dans les feuilles, pour les soins. Par exemple, le Gondé est assez connu, celui qui est tout en haut, est assez connu pour la divination, alors que le Myobé, c'est une branche plus connue pour sa connaissance des feuilles de forêt. Ce qui donne au Bwiti sa spécificité, c'est la manducation donc de l'écorce des racines de l'iboga, une plante considérée comme hallucinogène en France et connue pour ses nombreux effets, coups-fins, antidiurétiques, antifatigue. L'iboga est notamment utilisé dans plusieurs traitements à l'addiction aux drogues dures dans différents pays du monde à la suite des travaux d'Howard Lossoff, notamment, qui était pharmacologue, accro à l'héroïne en fait, et qui en consommant de l'iboga a été sevré, et donc a essayé de mettre en avant ce traitement qui est très peu utilisé. Il est autorisé au Costa Rica, dans 3 ou 4 pays dans le monde, le Costa Rica j'en suis sûr, mais voilà, on va parler des dérives associées à ça après. C'est une plante appelée localement le bois sacré, en français du Gabon, et elle est devenue trésor national le 6 juin 2000 et interdite à l'exportation. Une deuxième spécificité du Bwiti, ça c'est un plant d'iboga et ça c'est des racines en train d'être grattées pour être consommées. La deuxième spécificité du Bwiti, c'est son aspect divinatoire. Les initiés au Bwiti, les Gangas, passent différentes étapes, comme je vous l'ai dit, dans leur parcours initiatique, qui leur offrent des capacités divinatoires. Selon eux, hein. Moi je ne suis pas là pour juger. Enfin, une dernière spécificité du Bwiti est qu'il est curatif. C'est pourquoi les Gangas sont considérés à la fois comme des devins et des guérisseurs, et sont donc régulièrement consultés afin de trouver dans la divination les causes du malheur des gens ou de leurs maladies avant de les prendre en charge et de les soigner. La société initiatique des Mabundi, qu'on appelle aussi le Bwiti des femmes, a un statut intermédiaire. Elle n'est pas un symétrique du Bwiti, puisqu'on n'initie pas une femme, vous diront les informateurs, mais n'en est pas indépendante non plus. Les sociétés à génie tutélaire, les deuxièmes ensembles de sociétés, comme le Mouiri pour les hommes ou le Nyembe pour les femmes, ça c'est je vais résumer parce que c'est bon pour vous. Les sociétés à génie tutélaire, en fait, c'est les sociétés qui servaient à faire la justice avant. C'est les sociétés qui faisaient régner la justice, par exemple. Ils avaient trop chassé dans un endroit, les animaux commençaient à diminuer. C'est les sociétés du Mouiri qui disaient, ben stop, on arrête la chasse. Si vous continuez à chasser, vous serez attrapé par le Mouiri et donc vous allez mourir. S'il y avait un vol à l'époque, c'est vers les initiés au Mouiri qu'on se tournait en disant, s'il vous plaît, celui qui m'a volé telle chose, je veux qu'il soit puni par le Mouiri. Voilà, c'est une forme de justice aveugle et d'ordalie en fait, en soi, à laquelle, pour vous enlever le Mouiri, en fait, si vous êtes coupable, il faut retourner voir cette société et vous dites, c'est moi qui ai volé. Il faut avouer en public et là, on vous fait un ensemble de rituels qui va vous délivrer du Mouiri. En fait. Le Nyembe pour les femmes, c'est la même chose, mais chez les femmes. Et ensuite, en fait, les dérivés de ces sociétés, souvent, c'est juste les populations qui ont repris le Mouiri et qui ont fait à leur sauce au fil du temps. Voilà. Pour les sociétés il n'y a pas, voilà, une chose importante dans le Mouiri, il n'y a pas de consommation d'hallucinogènes. Il n'y a pas de consommation d'iboga dans aucune de ces sociétés. C'est vraiment des sociétés qui faisaient la justice, en fait. Chez d'autres populations, il y avait des juges. On appelle, chez les Michogo, par exemple, eux, c'est une société qu'ils appellent maintenant en français des juges. Voilà. C'est vraiment des sociétés faites pour faire régner la loi. Je passe un peu. Ça, c'était l'initiation au Mouiri. Le Mouiri est très violent, il y a énormément de brimades. Les initiés que vous voyez là, assis sur le tronc, ils sont restés là pendant 3-4 heures sous le soleil avec de l'huile sur le corps. Donc, voilà. Et ça, excusez-moi, ça appuie sur les touches sans que je veuille. Et ça, c'est des jeunes hommes, enfin jeunes, plus ou moins jeunes, qui viennent d'être initiés au Mouiri. On peut voir la fierté de ces hommes-là. Ensuite, il y a les sociétés de possession qui, elles, consomment aussi de l'iboga, qui sont donc plutôt pour les femmes. J'en parlerai pas parce qu'on va se concentrer sur le Bwiti. Elles sont assimilées aux femmes, même si aujourd'hui elles sont mixtes. Elles sont très nombreuses, ces sociétés, mais vraiment, vraiment très nombreuses. Il doit y en avoir plus d'une 20 ou d'une trentaine. Comment elles sont composées? La consommation d'iboga est très, très importante dans ces sociétés parce que le but, c'est d'atteindre la transe. Dans toutes les sociétés que je vous ai dit avant, les trans sont interdites. Elles sont prohibées, elles doivent être stoppées. Là, c'est ce qui est recherché, en fait. Donc, les femmes doivent entrer en transe et c'est considéré comme le fait que le génie prend possession du corps de la femme. Et donc, de là, on va lui demander son nom, qu'est-ce qu'il souhaite, et voilà. Et souvent, en fait, c'est pas souvent, à chaque fois, la fin de l'initiation consiste à faire un repas qu'on offre au génie, on mange avec lui, on crée un contrat et en fait, ces femmes initiées doivent revenir régulièrement nourrir ce génie, l'entretenir.
Si vous l'entretenez pas, il va vous apporter l'infertilité, il va vous rendre malade, il va vous rendre malheureux. Si vous l'entretenez, vous serez fertile, vous serez riche et vous serez heureux. Voilà, je résume, hein, grosso modo. Voilà, on peut ainsi noter que les sociétés attachées au Bwiti se chargent plus de tout ce qui est métaphysique, de l'invisible. Les sociétés à génie tutélaire sont plutôt en charge des affaires de la justice, de la gestion du quotidien. Et enfin, les sociétés de possession sont plus individuelles, venant s'occuper de la gestion du conflit qui apparaît quand un génie et un humain cohabitent dans le même espace. Chacune a donc son rôle, sa place, toutes sont complémentaires et indispensables au fonctionnement du tout qu'elles sont. Après cette introduction, donc, j'ai essayé de faire aussi courte et synthétique que possible. Si vous avez des questions, vous me demanderez à la fin. Je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, l'initiation au Bwiti est le cadre donc, traditionnel de la consommation d'iboga. Donc, par traditionnel, oui, j'ai oublié de vous dire, je le mets entre guillemets, je vais pas entrer dans le débat de l'utilisation du terme traditionnel, c'est pas le lieu ici. Je souligne juste que toute tradition est mouvante. Je suis pas en train de dire que c'est une photographie et que quand je dis traditionnel, ça ne bouge plus jamais. Je m'enferme donc en aucun cas l'usage décrit dans un état de ce fait, je n'enferme en aucun cas les usages que je vais décrire dans un état de stase immuable, bien au contraire même. Les observations que j'ai faites moi-même sont, la branche du Bwiti que j'ai étudiée est très très récente, elle a moins d'un siècle. Donc, comme quoi ça bouge, ça se crée, ça se contredit. Quand je dis tradition, ça veut pas du tout dire que il y a pas l'année dernière, il n'y a pas eu des changements. Voilà. Ce que je souhaite souligner, c'est que l'iboga, la plante sacrée au Gabon, s'il en est, n'en reste pas moins quand on observe le quotidien des initiés ou même le déroulé de l'initiation, une partie parmi d'autres. Une partie d'un ensemble, et m'a même semblé parfois être au second plan dans les faits par rapport à ce qu'il en est dit. Donc je vais prendre ici pour exemple l'initiation au Bwiti Misoko, où la consommation d'iboga joue évidemment un rôle central dans la cérémonie, puisque c'est l'hallucinogène qui permet aux initiés de parler, mais rien sans tout le cadre, sa consommation n'est rien sans tout le cadre en amont et en aval. Donc ici, par exemple, en aval, d'abord, on va nettoyer les gens qui s'initient viennent en avance. On ne vient pas le jour de l'initiation, on vient des jours avant et on se prépare. Désolé, je bois un peu. Donc ici, par exemple, une étape de préparation qui a lieu quelques jours avant, c'est une purification de l'intérieur du corps, donc qui consiste à faire vomir les personnes qui vont se faire initier. Il y a différentes solutions. En fait, des plantes sont bouillies. On les fait boire en très grande quantité. Bon, de toute façon, si on vous fait boire 3 litres d'eau en 5 minutes, vous vomissez. Mais de plus, ils rajoutent des plantes qui ont un effet vomitif. Et donc, vous pouvez voir que des trous sont creusés avec des feuilles. Et ces vomissements, en fait, sont récupérés, scellés et en fait gardés. Parce qu'en fait, c'est une partie du corps. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ensuite, c'est enterré dans des lieux secrets avec des protections pour pas qu'on puisse venir... les utiliser pour faire de la sorcellerie. Ça, c'est une étape préparatoire importante. Ça, c'est une étape juste avant l'initiation. C'est faire des bains, vous les voyez préparés dans des seaux en plastique. C'est des bains de plantes, en fait. Donc, on va laver le corps extérieur après avoir lavé le corps à l'intérieur. Et tout ça est aussi important que l'iboga. Il ne faut pas croire que c'est juste un seau comme ça, c'est 8 heures. Préparer des seaux comme ça, c'est partir 8 heures en forêt, récolter les écorces, récolter les feuilles, préparer les seaux qui demandent beaucoup de travail. Donc, l'initiation au Bwiti ne se résume pas à la consommation de l'iboga. Il y a tout un cadre, il y a tout un rituel. Le but, c'est que la personne, comme vous disiez, vous les préparez. Ils sont préparés, ils sont nettoyés de l'intérieur, de l'extérieur. On leur parle énormément, on leur explique ce qui va se passer. Là, vous avez un ifulu. Donc, l'ifulu, c'est un bain de fumigation. Donc, c'est pareil, c'est un autre seau qui est préparé. On y brûle des écorces. Et en fait, la personne, là, le seau brûle en dessous. Il est étouffé, donc il fait une fumée, il fait de la fumée, mais il fait extrêmement chaud dessous, et on couvre la personne donc avec le drap, et la personne reste là-dedans pendant environ 15-30 minutes, et c'est pareil, c'est aussi une façon de chasser les mauvais esprits, de purifier, c'est encore une étape avant l'initiation. Ça, c'est un jeune homme très fier d'avoir participé à une vieille Bwiti, et il va prendre sa place dans l'histoire. Donc, l'initiation, en quoi elle consiste? Donc, quand vous avez passé toutes ces étapes, on commence à vous donner de l'iboga. Donc, l'iboga est gratté, tout simplement, et on vous le donne à consommer. C'est le maître rituel qui choisit les doses. En fonction des sociétés, ça va différer, et l'état va être vérifié. Donc, comment? Tout au long de l'initiation, les initiés vont vous piquer, les maîtres du rituel viennent vous piquer avec des aiguilles. Ils vous secouent, ils vous parlent, vous êtes tout le temps sollicité. Les initiés sont tout le temps sollicités.
pour vérifier dans quel état ils sont. Est-ce qu'il y a assez d'iboga, est-ce qu'il n'y en a pas assez, on vérifie parce que l'iboga, qu'est-ce qu'il provoque? Bon, déjà des vomissements à n'en plus finir. Il provoque une rigidité du corps, c'est-à-dire que si vous levez le bras de la personne, en fait, il vous décrivent ça comme ça, vous avez l'impression d'avoir un arbre, un bras en tronc d'arbre en fait. Donc ça se vérifie assez facilement. Il y a aussi un effet anesthésique, c'est-à-dire qu'on peut piquer très fort les gens avec des aiguilles, ils répondent plus. Donc, tant que la personne est piquée avec l'aiguille et qu'elle réagit, on continue à lui donner de l'iboga. Voilà. Et les maîtres rituels donc sont très attentifs à ça. C'est pour ça que c'est très très long de devenir un maître, parce qu'il y a quand même des risques. Il y a eu des morts en Occident. On y reviendra après, où des Européens ont voulu faire des initiations et il y a eu des morts. Donc, voilà. Par exemple, le maître rituel avec lequel j'ai travaillé est très fier d'avoir initié plus de 500 personnes sans jamais un incident. Voilà, donc ça c'est leur fierté. Plus vous initiez, plus vous y connaissez. Donc tout au long de la veillée. Mais ce qui est aussi important, c'est qu'une fois la prise de l'iboga faite, la personne n'est pas laissée comme ça en train de faire son trip. Non, c'est pas du tout ça. Il y a tout un cadre. Donc déjà un initié, la personne en train d'être initiée, qu'on appelle Banzi, est entourée de deux gangas. Donc deux personnes qui sont déjà initiées et qui ont de l'expérience et qui vont l'accompagner tout au long de la soirée. Donc il y a toujours deux personnes autour de lui et qui vont lui parler en lui disant, la personne doit parler, elle regarde un miroir et en fonction de ce qu'elle dit, ils vont lui répondre. Ah, tu vois quelqu'un, d'accord, ben va vers lui, va lui parler. Donc c'est un peu le contraire de vous, par contre c'est une sursollicitation, c'est pas une sous-sollicitation. C'est très très cadré, ça fait référence à la culture, à tout. En fait, ce qu'il faut comprendre des gangas, c'est qu'ils ont une énorme connaissance de la société gabonaise. Tout ça est pris dans un cadre, j'essaie de pas trop lire, je suis désolé. Tout ça est pris dans un cadre, culturel très très particulier, qui, pour moi, on va revenir après, ne fonctionne pas par exemple avec les Européens. C'est pour ça que je vais mettre la photo du petit. On baigne dans le petit dès qu'on a 3 ans. Dès qu'on est bébé, on vient au veillées, on assiste au veillées. Les enfants comme ça, on leur donne un tout petit peu d'iboga déjà, des microdoses, mais on leur en donne. Et donc, c'est tout un bain culturel. Et donc, quand ils se font initier à leur tour, quand ils sont un peu plus grands, c'est pas comme s'ils avaient jamais rien entendu ou jamais rien vu de tout ça. Et donc, les personnes en cours d'initiation sont sollicitées. On les sort aussi dehors dans le froid, entre guillemets. Dans le froid, on va les secouer, les faire tourner sur eux-mêmes. Le but, c'est de les déstabiliser un peu et qu'ils continuent à voir, qu'ils continuent à produire. Et donc, le but, c'est de les faire parler et de leur faire dire des choses et pour les faire interagir. Voilà, parle à cette personne. Ah, cette personne me fait peur. Bah, vas-y, attaque, défends-toi. Il faut la tuer, c'est ton sorcier. Et toute la nuit, c'est comme ça. On interagit avec les gens. Voilà. Donc, j'ai essayé de reprendre un peu. Et prenons pour exemple. Donc, ça, je vous l'ai dit. Donc, comme je souhaite le présenter dans ma thèse et commencer à l'introduire dans mon mémoire de 2e année de master en psychologie, l'accompagnement par l'assemblée et l'enseignement a posteriori de l'initiation jouent un rôle au moins aussi important que l'iboga en lui-même. Le ganga peut être pour moi, c'est encore une fois, c'est en cours de publication, être comparé à un psychologue, à un ethnopsychologue. En fait, ce que j'entends par ethnopsychologue, c'est-à-dire que on peut définir l'activité de la personne parce que nous on définit comme psychologue, mais c'est quelque chose qu'ils ont créé localement. C'est-à-dire que c'est pas nous qui leur avons apporté la psychologie. C'est pas inspiré de nous, c'est eux qui ont créé quelque chose que nous on pourrait définir comme ce que font les psychologues en France, même s'ils le font de manière tout à fait personnelle. Donc le ganga, donc voilà, et le bwiti a une sorte d'ethnopsychologie, c'est-à-dire une science locale équivalente à ce que nous avons défini comme étant du champ de la psychologie, mais avec ses propres méthodes et outils. Ainsi, donc, comme je vous l'ai dit, tout au long de la initiation, le postulant va parler et exprimer ce qu'il voit, il va être poussé à le faire et sollicité pour ne pas s'endormir. Alors, pour ne pas s'endormir, dans les exemples que je vous ai pas donnés, par exemple, on lui verse aussi des collyres irritants dans les yeux pour qu'il les garde ouverts. On le stimule afin qu'il reste éveillé. Donc, je vous l'ai dit, on le fait courir dehors, tourner, on le frappe. Oui, on le frappe. Il y a énormément de choses qui sont mises en place et surtout ces collyres ont une place très très importante. Ils sont censés clarifier la vue. C'est des collyres à base de plantes irritantes. C'est vraiment un mauvais quart d'heure. Oui, pour éviter la question, oui, j'ai oublié de vous le dire, je suis initié au bwiti, j'ai jamais pris de drogue dure de ma vie, sauf de l'iboga pour mon initiation, voilà. Donc oui, je sais que les collyres sont irritants, si les gens ont des questions, je le demande, ça fait mal. Donc, le plus important dans tout ça, au-delà de la prise d'iboga, comme je le disais, c'est donc que l'Assemblée répond.
L'assemblée guide la personne qui a consommé l'iboga et surtout interprète ce qui est dit. Et le lendemain et les jours qui suivent, tout sera restitué par les aînés. L'initiation, c'est pas juste vous prenez l'iboga, vous sortez, vous partez. C'est pareil, vous restez sous surveillance pendant normalement plusieurs semaines. On vous parle, on vous forme, on vous éduque, on donne un sens à ce qui a été vu, fait et dit. Et on travaille, il y a tout un travail comme ça qui est fait. C'est ça que je souhaite insister, c'est que ces plantes de façon locale, et ce qui s'applique au bwiti, s'applique à l'ayahuasca de façon traditionnelle et à tout ça, c'est pris dans un cadre en fait. Et quand je trouve que quand on l'arrache comme ça de son cadre, et qu'on le prend juste, il faut s'interroger sur ce qu'on est en train de faire, en fait. Eux ne font pas comme ça. Donc, avoir un cadre est important, selon moi. Donc, le point que je trouve trop souvent négligé, la nécessité de contextualiser l'ensemble du processus dans un espace social tout à fait particulier. Donc, les tradipraticiens, les devins des guérisseurs, excusez-moi, sont des spécialistes du Gabon, de ces populations, de leurs mœurs, de leurs coutumes notamment. Tout Gabonais grandit dans ce bain de culture qui a ses codes, sa symbolique, ses mythes et ses croyances. L'expression des personnes en cours d'initiation et qui a lieu est prise dans cet ensemble de signifiants dont les tradipraticiens sont des spécialistes de l'interprétation. Tout le but des soins, pour moi, de façon générale, au-delà de l'initiation, tout le but des soins que donnent les gangas, des devins guérisseurs, c'est de réintégrer la personne à son groupe. Souvent, la personne, quand elle vient au Gabon voir un devin guérisseur, c'est parce qu'il y a une suite de malheurs qui l'a exclu de son groupe social. Et en Afrique centrale, notamment au Gabon, la solitude, ça n'existe pas en fait. Vous n'êtes jamais seul. Ça n'existe pas à vivre chez soi tout seul. Ça n'existe pas. On fait partie d'un groupe. Quand on est exclu, c'est la pire des choses en fait. Donc il faut extrêmement vite réussir à se réintégrer à ce groupe. Et donc pour ce faire, les tradipraticiens utilisent des méthodes, des techniques proactives de réinsertion. En effet, le premier motif de consultation, comme je le dis, est l'isolation, la mise à l'écart du groupe, qui s'accompagne alors de symptômes physiques, psychiques et moraux. Reprendre l'histoire de la personne, de sa suite de malheurs, lui donner un sens, redonner du sens, en fait, et permettre la réintégration au groupe de façon apaisée. Là est la démarche du tradipraticien. Pour ce faire, un ensemble de méthodes est déployé, dont la consommation d'iboga fait partie. C'est un outil parmi d'autres pour faire parler, en fait. Pour faire parler, pour que la personne ait des retours de souvenirs, comme vous disiez, inconscients, moi je dis inconscients ou oubliés ou autres, et qui vont pouvoir être traités pendant cette veillée et repris après, remis dans une histoire auquel le ganga va donner du sens, et ça c'est important, en fonction de l'ethnie d'origine de la personne. Si elle est Michogo, si elle est Masango, si elle est Puvi, si elle est autre, les tradipraticiens ont une énorme connaissance de leurs mœurs et coutumes, et donc en fonction de ça, je le sais, je veux dire, ils me l'ont expliqué, je ne suis pas en train d'inventer des choses, hein, ils m'en ont parlé, en fonction de ça, ils disent, on va pas traiter de la même façon, on va pas lui dire les mêmes choses. Ils n'ont pas les mêmes mœurs, donc on interprète différemment ce qu'il a vécu. Voilà. On voit bien donc avec ces autres exemples des choses qui entourent, ça c'est des repas cérémoniels qui sont donnés après la consommation de l'iboga. Ça c'est des protections qui sont faites aussi après l'initiation pour protéger les initiés et les accompagner tout au long de leur vie. Donc vous voyez, il y a vraiment énormément de choses. Et je vous montre que quelques exemples des choses qui entourent. Donc quand on résume l'initiation, ils ont consommé de l'iboga, ça dépasse largement ça. On parle de jours et de jours de travail. Hein. Préparer une protection comme ça, c'est une journée de travail pour une dizaine de gangas. Donc, ça monopolise du monde et des moyens. Hein. Voilà. Donc, on voit bien avec cette première partie comment la consommation d'iboga est donc prise dans un contexte tout à fait particulier. Or, donc là, j'aimerais passer un peu au tourisme chamanique. Or, le tourisme chamanique récent prise totalement ce dernier cadre. Tout d'abord, les processus se retrouvent non respectés. Les initiations, par exemple, sont raccourcies. Je vous donne quelques exemples. Hein. De l'iboga est redonné sans l'autorisation des maîtres spirituels parce que on trouve qu'il faut en donner plus pour que la personne ait son trip. Et je vous les cite. Hein. Les personnes qui viennent d'être initiées sont immédiatement libérées de toute obligation, avec les dangers que ça implique. Voilà. La veillée de sortie, c'est-à-dire normalement qui a lieu plusieurs semaines, qui vous libère, elle a lieu le lendemain. Normalement, vous mangez des plats très spécifiques. Là, c'est hors de question. Voilà. Donc, ce tourisme chamanique, je l'ai observé. Il est arrivé récemment, enfin, plus ou moins récemment. Il y a un vieux tourisme chamanique au Gabon qui est européen plutôt français, voilà, et qui était encadré par des gens à Libreville qui font ça depuis très très longtemps. Et ils faisaient ça, entre guillemets, sans être insultant pour vous, mais entre blancs. Voilà. C'était un blanc qui a été initié par les Gabonais, qui accueillait les blancs et qui gérait ça.
Et en fait, récemment, vous avez des Américains qui ont découvert le Bwiti et l'iboga et qui sont venus avec d'énormes moyens. En fait, qui ont des cliniques au Costa Rica qui utilisaient déjà l'ayahuasca et autres et qui ont trouvé cette nouvelle molécule et qui donc sont arrivés avec des moyens énormes. Hein, c'est des personnes qui apportent des millions et qui veulent déclencher, qui veulent créer un tourisme chamanique au Gabon et donc comment vous dire ça, qui n'ont aucun respect pour ce qui arrive. Je vais vous dire je peux vous résumer ça en une phrase qu'un jour a dit le chef des Américains qui est venu dans le village sur lequel j'étais. Il a dit yes, tomorrow I'm going to be initiated at Muiri or something like that, whatever. Ok, je sais pas si vous parlez tous anglais, mais ça veut dire quoi que ce soit quoi. Je m'en fous. Voilà, juste lui il voulait prendre ses grades, ses initiations. Il disait au père spirituel, ben tiens voilà 1 million de francs CFA, ça fait 1500 €. Donne-moi ta canne. Voilà, comme ça fait objet de pouvoir, c'est extrêmement important au Gabon. Et après, il fait des photos, il les met sur son site internet, et ça fait sa pub pour sa clinique thérapeutique au Costa Rica, quoi. Sauf que, déjà, vous avez des effets délétères locaux, puisque pour devenir maître rituel, je connais des gens qui pratiquent le Bwiti auprès d'un père spirituel depuis plus de 20 ans, qui sont toujours pas maîtres. C'est extrêmement dur de devenir maître spirituel. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour monter des échelons, vous subissez des tortures, des privations de nourriture, des fois pendant une semaine. Par exemple, quand les Américains sont venus, pour vous expliquer, quand les Américains sont venus, donc on faisait des veillées tous les soirs, donc il fallait sortir tous les jours en forêt, donc vous passez 8 à 9 heures par jour en forêt. Le père spirituel ne nourrissait personne, on n'a quasiment pas mangé pendant une semaine, on dort pas parce qu'on fait des veillées. Voilà, vous finissez tout ça, on vous dit juste ciao, bye bye, et voilà. Les initiés vivent ça tous les jours, tout le temps, toute leur vie. Et donc là, ils voient des Américains qui arrivent, qui donnent juste un peu d'argent, enfin un peu, entre guillemets, pour eux c'est un peu. Parce que le voyage, par exemple, ils demandaient 10 000 $ par personne, et ils reversaient au père spirituel moins de 1 000 $. Donc oui, c'est beaucoup pour le père spirituel, parce que lui, d'un seul coup, il reçoit 10 000 $, c'est énorme au Gabon. Pour l'organisateur du voyage, c'est que dalle, quoi. Voilà. Et donc, vous avez ces Américains qui arrivent et qui sont initiés en 2 jours, qui prennent des grades à une vitesse folle, et qui repartent de là en 2 semaines et ils sont maîtres rituels et ils vont donner de l'iboga ailleurs. On voit bien tout de suite qu'il y a un effet délétère face aux initiés qui vont me dire, là, par exemple, la première fois que les Américains arrivent, la deuxième fois qu'ils venaient, ils m'ont dit, il est l'heure de se déguiser, ils vont arriver. Voilà, c'était plus. Alors que normalement, se préparer au Bwiti, c'est quelque chose qui m'a toujours surpris là-bas. J'ai jamais réussi à m'y faire. C'est que je m'étais fait des amis. À force de rester, vous faites des proches quand même avec qui vous êtes soudés. On rigole, on est en train de discuter. Et d'un seul coup, le père spirituel dit c'est l'heure du Bwiti, on se change. Il se change. Je ne les reconnaissais pas, quoi. Il devenait froid, distant, d'une violence incommensurable. J'étais là en mode, mais on était cool il y a 5 minutes. Non, quand on passe au Bwiti, on passe au Bwiti. Quand ils vous disent on va se déguiser, c'est grave. C'est vraiment il s'est passé quelque chose, quoi. Il y a eu quelque chose qui s'est joué en eux pour qu'ils en viennent à dire on va déguiser, on va faire notre cinéma et puis voilà, quand ils partiront, on reviendra aux choses sérieuses, quoi. Donc, les informateurs, m'exprimeront leur désarroi face à la situation et à cette mascarade, donc j'utilise leurs mots, hein. Mais dans le même temps, ils participent avec activité, tant l'argent est un facteur décisif. Cependant, les effets à plus ou moins long terme, donc comme je disais, peuvent être destructeurs. Les initiés ont traversé de nombreuses difficultés pour arriver à prendre des grades. Ce qu'ils ont traversé est partie intégrante du processus. Avoir de façon régulière des personnes qui peuvent tout obtenir en quelques semaines alors qu'eux y ont dédié leur vie, vide de sens, tout le processus, et vient poser la question de la pertinence du rituel, de ses fondements. Cela vient poser la question, donc, n'est-ce donc qu'une mascarade? Est-ce que c'est que pour le pognon, quoi? C'est des questions qui se sont posées, avec desquelles on discutait. Pour en revenir donc à notre sujet, l'approche sauvage des Américains, qui est donc l'exact contraire de ce que je vous ai présenté avant, avec aussi consommation de gélules d'iboga. Ils mettent l'iboga en gélules, ça évite d'avoir l'amertume. Des séjours réduits dans lesquels les enseignements de différents espaces sociaux sont mélangés dans un contexte néo-chamanique pose alors de fortes questions d'efficacité et pour moi de pertinence du processus dont le but devient purement pécuniaire. Je vous ai mis des photos, en fait, c'est les maisons qui ont été préparées pour eux, qui ont été occidentalisées au maximum pour leur faire plaisir. Là, pareil pour une illustration assez flagrante du vidage du sens. C'est que à droite, vous avez le temple du père spirituel chez qui j'ai travaillé, et à gauche, la copie exacte de son temple spirituel fait par un de ses neveux qui pratique le tourisme chamanique avec ses Américains.
Et on peut voir qu'il fait déjà des veillées alors que le poteau central n'est pas terminé. Vous voyez à droite, il y a des racines d'iboga tout autour. Là, on les nettoyait, mais voilà, le poteau est peint. Il y a tous des rituels autour. L'autre, on voit bien qu'il n'y a rien. Et pourtant, il est déjà utilisé. Ça, pour mes informateurs, c'est un sacrilège. Ils n'arrêtent pas d'en parler. C'est vide, c'est vidé de son sens, quoi. Voilà. Et donc, l'approche sauvage, voilà, donc, c'est ça, dans un contexte néo-chamanique. Voilà. Donc, vous avez un démantèlement du cadre avec un non-respect des délais, des processus, un non-respect des processus, des doses d'iboga beaucoup trop fortes, pas de collyre parce qu'il faut pas leur faire mal, on les laisse dormir parce qu'on va pas les déranger, on va pas les secouer et les piquer parce que voilà. Et tout ça, pour moi, apporte, voilà, cet article, c'est les personnes qui ont créé le nourrisme chamanique dans le village où j'étais, a causé la mort d'une personne au Costa Rica. En fait, surdose d'iboga et mauvaise utilisation de tout l'ensemble rituel, et surtout une absence complète de cadre. En fait. Il y a aussi pire que ça, il y a un mélange. C'est pas qu'il y a une absence de cadre, c'est qu'il y a un pseudo-cadre plutôt. C'est vraiment du néo-chamanisme pur et dur où vous avez un mélange de tantrisme, c'est maître tantrique aussi. Vous avez un mélange de tantrisme, de sorcellerie, avec on va planter l'iboga sur le sang des règles. Alors le sang des règles au Gabon, c'est une société traditionnelle africaine, le sang des règles, c'est un tabou absolu. Planter de l'iboga sur le sang des règles, pour les Gabonais, ils ont fait des arrêts cardiaques quand ils ont appris ça. C'est tout un mélange comme ça qui, évidemment, ils consomment d'autres substances. Hein. C'est des touristes, c'est des personnes avec qui j'ai beaucoup discuté. Hein. Ils ont fait un documentaire en même temps. Ils m'ont montré les rushs du documentaire. Juste avant, ils avaient pris de l'ayahuasca. Juste avant, ils avaient pris des champignons aussi au Tibet, au Népal. Ils étaient aussi allés faire un voyage, je ne sais plus où en Asie, pour consommer une autre substance. Donc vraiment, c'est juste un voyage parmi d'autres, une substance parmi d'autres qu'on va utiliser, une méthode parmi d'autres qu'on va utiliser. C'est mélangé avec, ils prennent de l'iboga en les mélangeant, en mettant les initiés dans des bains de vapeur qui viennent mince, je vais pas dire de bêtises, des populations du Groenland, enfin de Sibérie, voilà. Donc, en fait, tout est mélangé comme ça avec des musiques. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de cadre, mais il y a un cadre par personne qui crée sa petite clinique et qui fait un peu ce qu'il veut en mélangeant ces différentes influences, quoi. Donc, comme je l'ai précisé plus avant, l'ensemble rituel gabonais est ultra spécialisé et spécifique à un espace social bien défini. Sa persistance, pour moi, dans l'histoire, l'efficacité des soins sur les patients qui se présentent au Tokoganga, en tout cas, les patients repartent, ils ont réglé leurs problèmes, je juge l'efficacité de ces soins-là par rapport à ça, même si je pourrais vous montrer des diapos je vous montrerai des photos aux médecins, je ne vais pas les mettre là parce que de nécrose des chairs que mon maître, que le père spirituel avec qui je travaillais a réussi à soigner, c'est assez impressionnant. On voyait l'os, hein. On voyait l'os de la cheville, il a réussi à soigner ça en moins de 3 mois. Donc il y a des connaissances dans les plantes, ils arrivent à faire des choses ils arrivent à faire des soins. Mais surtout, les gens se sentent mieux en partant. Donc je juge par rapport à là que ça fonctionne pour moi. Cependant, le tourisme chamanique n'a pas de cadre, hormis celui que crée son créateur, qui va donc construire un syncrétisme qui lui est personnel et auquel on ne peut ou non adhérer, mélangeant plantes hallucinogènes, croyances ésotériques, tantrisme, religion, pseudosciences et autres courants, visant le plus souvent donc des populations déjà fragiles, comme ici avec eux, les personnes ayant des addictions. Et ce pseudo-cadre n'est basé que sur la consommation d'une plante supposée miracle, l'iboga, et qui doit guérir en une seule prise tous les problèmes de la personne. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. J'ai bientôt fini. Pour finir, donc, en fait, ce que je veux souligner, c'est l'interrogation de l'utilisation de ces molécules dans le tourisme chamanique par courant New Age me semble indispensable de l'interroger, de le connaître au vu de l'influence de ces courants actuellement. Je ne vais pas vexer les médecins, mais les courants New Age, les pseudosciences en ce moment, prennent une force de plus en plus grande. On peut le voir avec beaucoup d'enquêtes. Et donc, pour moi, l'interroger, savoir que ça existe, c'est important. Pour finir, donc, en me basant sur la comparaison précédente, je me permets d'interroger le cadre qui sera posé par le milieu médical dans l'utilisation de ces molécules pour les soins. Quelles sont les attentes? Est-on à la recherche d'une molécule miracle pour chaque problème? Quelle distance avec les croyances New Age et leur influence dans ces milieux qui s'accroît et ne peut pas être négligée? Pourquoi ne prendre, en fait, de tout ce que nous apprennent ces sociétés dites traditionnelles, finalement, que la molécule et ne pas voir le cadre qui régule sa consommation? Toute addiction, notamment, ou même dépression, est prise dans une histoire, un vécu. Les dernières études montrent bien, en tout cas celles que j'ai lues notamment, que la meilleure approche pour le traitement des dépressions est bien un accompagnement multimodal comprenant des antidépresseurs, mais aussi un suivi en psychothérapie.
Le cadre gabonais n'est pas importable. L'ethnopsychologie gabonaise ne peut s'appliquer en France, tout comme la nôtre ne peut s'appliquer en copier-coller au Gabon, sans prendre en compte les spécificités culturelles. Le problème est que la médecine en France accueille un panel de personnes de toute origine et qui se doit donc d'offrir un cadre souple. En effet, si au Gabon, le Bwiti est une éthopsychologie ultra spécialisée qui applique de façon rigide un protocole pensé pour réguler des problèmes bien spécifiques dans leur survenue et leur déroulement à cet espace social, il n'est pas possible de faire de même ici. Comment alors construire un cadre qu'on pourrait dire universel sans se perdre dans un sacralisme malvenu? Si la prise de la molécule est prise dans un processus strict régulé par la médecine, il me semble que c'est alors aux psychologues, en ouvrant, par exemple, ou aux psychiatres de venir offrir un espace d'écoute individuelle où chacun pourra exprimer son vécu et son histoire et ne pas juste s'enfermer dans la molécule et le miracle et la soigner. Voilà. C'est fini.